Que feraient les femmes si elles pouvaient se balader le soir dans un monde sans hommes? Dans des rues où il n'y aurait plus aucun homme? Il y a quelques années, un tweet qui posait cette question simple avait enflammé la toile. Les réponses étaient édifiantes. De très nombreuses femmes répondaient « marcher dans la rue, faire de la course à pied, aller regarder les étoiles ou encore faire du camping ». Cette question suscitait d'un côté une vaste rêverie, une projection émouvante qui nous rappelait combien beaucoup d'entre nous sommes limités au quotidien, et de l'autre, une grande indignation. Mais comment ça? Pas tous les hommes, enfin? Pourquoi avez-vous si peur des hommes? Beaucoup reprochaient à ces femmes de trouver désirables des rues sans hommes. Plus récemment, le phénomène s'est répété. Sur TikTok, un média a demandé à des femmes si elles étaient seules en forêt, si elles préféraient croiser la route d'un homme inconnu ou d'un ours. Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear? Il se trouve que l'écrasante majorité des femmes interrogées ont répondu un ours et le phénomène s'est répété dans les commentaires. Parmi les arguments avancés, l'ours ne peut que me tuer ou me laisser tranquille, alors que face à un homme, il y a une infinité de possibilités. Si je raconte qu'un ours m'a attaqué, on me croira. Si je survis, je ne risque pas de le recroiser en ville. Ou encore, personne ne me dira que l'ours m'a attaqué à cause de ma façon de m'habiller. Tous ces commentaires ont suscité une très grande incompréhension et indignation de la part de beaucoup d'hommes. C'est pourtant un fait. Si tous les hommes ne sont évidemment pas des agresseurs, énormément de femmes ont été agressées par des hommes. Selon les chiffres de l'ONU, au moins une femme sur 3 est agressée physiquement et ou sexuellement au cours de sa vie. Ces chiffres sont même considérés comme largement sous-estimés par certaines associations féministes. Alors face à l'ampleur de ces violences, face aux affaires comme celle de Mazan, qui montrent le triste caractère systémique de ces agressions, la question se pose en permanence. Comment faire pour que les femmes arrêtent d'être agressées? Ou plutôt, comment faire pour que des hommes arrêtent d'agresser? Vous devez, en tant qu'homme hétérosexuel, vous sentir très concerné par ce qui se passe au procès de Mazan, parce qu'on parle aussi quelque part de vous. Ça ne veut pas dire que je pense que tous les hommes soient coupables, que tous les hommes soient des violeurs. Ça veut dire, par contre, que ce qu'il se passe là-bas raconte quelque chose de ce qu'est la masculinité et de ce que sont les relations entre les hommes et les femmes dans ce pays. C'est-à-dire qu'il faut se poser sincèrement et honnêtement la question de qu'est-ce qui fait que dans un si petit village, en si peu de temps, un homme ait pu aussi facilement convaincre des dizaines d'autres hommes, les 50 co-accusés, mais aussi la trentaine qui n'ont pas été attrapés, de venir pénétrer dans son sommeil une femme à qui ils n'ont jamais adressé la parole, dont ils ne se sont absolument pas assurés du consentement, et qui est, selon certains récits, comme morte sur ces vidéos. Qu'est-ce qui fait que pour autant d'hommes, ça leur est semblé normal? C'est en ça qu'on dit que ça concerne la masculinité, parce que ces gars ne sont pas des monstres, ils ne sortent pas de nulle part, on ne peut pas expliquer ça par une maladie mentale ou par une pathologie. En fait, ils sont à un degré un peu extrême de comportement, de fantasmes, qui sont très courants chez beaucoup d'hommes. Dans l'érotisation de la domination, le fait que beaucoup d'hommes trouvent qu'en fait, ce qui est excitant, c'est de contraindre, c'est de dominer, mais c'est aussi d'avoir des relations en fait, avec des femmes qui sont traitées comme des objets, donc à qui on ne parle pas, qui n'ont pas d'opinion, qui n'ont pas d'avis, qui sont des corps à disposition. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper, juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure, petit pouvoir, petit chef-faillon, petite ordure, petit voisin, petit professeur, main baladeuse, petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a cette hypocrite? Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier, juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doit s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade, petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermer les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance. Et trembler qu'une fois de plus, il recommence. Inconvenance.
Quoi si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper. Non c'est vrai, il est pas un monstre, et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doit s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes. L'invisibilisation des femmes, c'est le fait que les vécus des femmes, les paroles des femmes, les pensées des femmes, le travail des femmes soient globalement occultés, silenciés dans l'espace public. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes? Le premier lieu où l'invisibilisation des femmes m'a frappée, c'est les médias. Et un beau jour, je suis tombée sur ce chiffre qui est issu d'une étude qui s'appelle le Global Monitoring Project. Le chiffre est le suivant: les voix des femmes sur une journée entière de médias, tous médias confondus, ne représentent que 24% du temps médiatique. Le mansplaining, c'est aussi, j'adore et je le subis beaucoup, ce sont des hommes qui viennent expliquer à des femmes des choses dont elles sont expertes. C'est quoi que tu veux dire? Tu veux expliquer quoi? Alors je vais te dire. Mais moi je vais te le dire. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Une femme va prendre la parole pour exprimer une pensée ou un travail accompli et on va lui répondre en lui parlant de son apparence ou des vêtements qu'elle porte. Ça passe aussi par ces mécanismes-là. Vous me permettrez, Madame la Ministre, de vous féliciter pour le choix de la couleur de votre tailleur. Le vert vous va effectivement à merveille. Finalement, les femmes sont invisibilisées, silenciées, partout où on produit de la parole et où l'on produit l'inconscient collectif de la société. Et il ne peut pas y avoir de société juste si toutes les représentations collectives inconscientes qu'on a sont faites en oubliant la moitié de l'humanité. Elle démarre plus? Non. Ah, faire attention avec ça, hein. Vous voyez la petite pièce en fer, là? Le carbu. Ah. On vous a déjà expliqué? Bon, ça a tendance à s'encrasser. Et ça peut poser problème au démarrage. Ou alors, c'est les bougies. C'est la voiture de votre mari, ça? Non, c'est la voiture de mon client. Et là, vous êtes devant mon garage. Faut faire attention avec ça, hein. Bon, le secret pour maintenir une société à flot, c'est de surveiller les charges fixes. Qui s'occupe de votre comptabilité? J'aime beaucoup écouter parler les hommes entre eux. Pour moi qui suis une femme, c'est l'occasion d'apprendre un peu des choses essentielles sur le monde. J'en sors toujours plus instruite, surtout sur la taille de leur bite. Je trouvais ça, ma voix, un peu étrange de t'en parler de ces organes génitaux. Mais après tout, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je n'ai qu'un clito. J'ai pas un truc énorme, un truc gigantesque qui pend entre mes cuisses et que devraient sucer toutes les mamans. Quelle injustice! C'est trop super. Tu as une bite, c'est vraiment génial. Tu as une bite, on te félicite pour ta bite. Bravo, bravo. Tu as une bite. Mais il y a un chapitre que je trouve très intéressant, vous parlez de la testostérone. Et c'est vrai qu'instinctivement, on a tendance à se dire, bah oui, mais c'est parce qu'ils ont des surplus de testostérone, c'est pour ça qu'ils se comportent de cette façon. Et vous dites que non, c'est pas le cas?
Alors, effectivement, on parle souvent de la testostérone. C'est un argument qui revient systématiquement parce qu'on a dans l'idée que c'est une hormone qui est virile. Alors, il faut savoir que les femmes aussi en produisent, mais on a cette idée parce qu'elle joue un rôle important sur la production des poils, de la musculature des hommes, etc. Mais les dernières études sur le sujet montrent bien que des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien liés à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce niveau d'hormones augmente. Donc on voit bien là l'importance finalement du rôle social, de l'environnement sur la biologie. Et en aucun cas, ce n'est la biologie et la testostérone qui poussent les hommes à se comporter de cette façon. Et d'ailleurs, devant la justice, on les juge comme responsables de leurs actes. En aucun cas, on ne dit que parce qu'ils ont de la testostérone et des niveaux élevés, ils seraient disculpés de fait. Mais alors, vous dites que la violence, elle est vraiment présente partout. En tout cas, c'est vraiment les hommes qui les commettent dans tous les milieux sociaux. Et moi, ça m'a un petit peu interpellée parce qu'ici, à Blast, on parle beaucoup d'inégalité sociale. Et on peut s'imaginer quand même plus facilement que lorsqu'on subit la violence sociale, lorsqu'on vit dans la précarité, lorsqu'on vit la violence au quotidien, on peut avoir tendance plus facilement à développer des comportements violents, peu importe votre genre finalement. Oui, mais lorsque l'on regarde effectivement les chiffres, on voit bien qu'il y a des femmes qui vivent dans les mêmes conditions que les hommes, dans la précarité également. Et même les femmes sont plus touchées par la précarité économique que les hommes. Et pourtant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a un gouffre statistique là entre les hommes et les femmes. Ce sont toujours les hommes, dans l'immense majorité des cas, même dans les milieux pauvres, qui commettent les délits, les crimes, que ce soit effectivement dans les milieux pauvres ou dans les milieux plus riches. Agir ensemble afin de mettre un terme à la violence machiste. C'est le but du collectif Offensive contre les féminicides qui a organisé une série de cours d'autodéfense auprès de la Rive à Bienne. Des cours destinés aux femmes, aux personnes trans, non-binaires et queer. Ce qu'on voit, c'est que cette violence, elle est structurelle et puis que l'État ne nous protège pas. La justice de l'État ne nous protège pas contre ces violences. On le voit parce que, en fait, dans la majorité des cas de féminicide, la personne, elle avait reporté les violences. Elle s'était plainte auprès de la police une fois, deux fois, de nombreuses fois, et ça n'a pas empêché les assassinats. La question que pose l'autodéfense, c'est d'autres types d'actions, d'autres types de positionnements politiques et individuels qui suppose qu'on prenne par exemple l'échelle d'un corps, enfin d'essayer de comprendre comment dans une situation donnée, justement le corps est tétanisé par la peur et comment essayer de politiser ou de penser cette peur pour qu'elle se transforme en rage par exemple et que quelle que soit la corpulence de l'agresseur, eh bien l'agression soit arrêtée par un passage à la violence physique pour répondre à la violence physique qui est faite. Mais c'est aussi d'autres modalités, par exemple, de politisation de la question. On voit en Inde, avec le gang des Sari Roses, le recours, par exemple, à la police ou à la justice étant inopératoire, puisque la justice ne réagit pas, la police refuse de prendre les plaintes. Eh bien, les femmes se sont organisées en amont et à la moindre dénonciation d'une violence d'un mari sur sa femme, sur ses filles, sur ses sœurs, eh bien, les femmes se sont mobilisées avec des bâtons, aller au domicile de cet individu et aller le molester pour lui faire comprendre physiquement que la patience est à bout. Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu
parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise, et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Et ce vendredi matin avec la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer. Bonjour. Bonjour Nicolas. Anne-Cécile, ce matin, vous nous recommandez le documentaire La fabrique du mensonge, affaire Johnny Depp Amber Heard, la justice à l'épreuve des réseaux sociaux. Ce documentaire de Cécile Delarue, diffusé lundi sur France 5, est très important pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Il revient sur le procès en diffamation de l'acteur oscarisé contre son ex-compagne qui l'accusait de violence conjugale. Il éclaire d'une lumière nouvelle cet épisode, présenté comme le procès de MeToo et qui a déchaîné une haine misogyne inédite sur les réseaux sociaux. Au travers d'une enquête précise, la journaliste démontre comment des groupes masculinistes se sont organisés en ligne pendant plusieurs semaines pour inonder Internet de fausses informations et dénigrer Amber Heard. Les médias traditionnels ont peu couvert cette affaire, vue à tort comme une actu people, et n'ont pas contredit le récit d'une Amber Heard sorcière et menteuse, ni la réalité d'un soutien massif à Johnny Depp artificiellement créé par des robots. Le film nous montre comment le numérique est devenu l'arme principale du retour de bâton anti-MeToo, actionné par une armée mercenaire qui font de la haine en ligne un business juteux. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Il existe aujourd'hui des entreprises payées pour atteindre et détruire la réputation de certaines personnes. Une enquête de Mediapart révélait il y a peu que le PSG aurait payé entre 2018 et 2020 une armée numérique, c'est-à-dire une galaxie de faux comptes Twitter gérés par une agence spécialisée pour détruire, entre autres, la réputation de celle qui accusait le joueur Neymar de viol. Ces mercenaires profitent également de l'absence de modération et d'algorithmes dangereux qui radicalisent une armée de jeunes masculinistes prêts à harceler en meute dans une manosphère où les femmes sont des menaces et les hommes de pauvres victimes qui doivent s'en défendre. Ces idées, aberrantes, sinon abjectes, ont conduit à de véritables drames dans la vie réelle, des hommes qui passent à l'acte et commettent des massacres contre des femmes comme celui de Santa Barbara et des victimes comme Amber Heard, contraintes depuis à vivre exilées et sous pseudonyme. Et quelle conclusion tirez-vous ? Ça nous apprend qu'il faut ouvrir les yeux parce que ce qui se passe, c'est extrêmement grave. Si les réseaux sociaux ont fait fleurir MeToo, le pouvoir viriliste qui a été ébranlé par Internet s'en empare désormais pour riposter de manière organisée et professionnalisée. Les femmes font aussi les frais d'une disparition progressive dans cette industrie. Elles sont de moins en moins nombreuses à être formées, diplômées et embauchées pour façonner ce monde virtuel. Les plateformes devraient réagir, mais avec l'arrivée d'Elon Musk, il est utopique d'espérer un changement sans une régulation massive et ambitieuse. Le Digital Service Act européen, appliqué depuis janvier, pourra-t-il amener un peu de transparence ? Parce que comme tout nouvel espace collectif et médiatique, Internet c'est aussi un espace de liberté, un outil essentiel qui permet aux femmes et aux minorités d'accéder à des informations, de prendre conscience des discriminations subies et de les politiser. Si nous sommes en train de perdre des batailles, nous n'avons pas encore perdu cette guerre de l'information. Ces dernières années, au sein du féminisme, un nouveau courant de pensée émerge, celui du féminisme intersectionnel. En gros, selon cette idée, il faudrait prendre en compte toutes les intersections où se rencontrent les discriminations dont sont victimes les différentes minorités en France. La plus citée parmi ces dernières reste le racisme. Nous allons aller à la rencontre de Nesrine Slaoui, autrice et journaliste, pour mieux comprendre ensemble les enjeux du féminisme intersectionnel. Salut Nesrine! Salut Luma!
Le féminisme intersectionnel, en fait, c'est un féminisme qui vise à prendre en compte un peu toutes les spécificités, à savoir de considérer que quand on est une femme noire, on ne vit pas la même chose que quand on est une femme maghrébine, que quand on est une femme asiatique. Il y a évidemment le sexisme et le racisme en commun, mais ça prend différentes formes, différentes violences. Par exemple, si je prends mon cas en tant que femme maghrébine, issue du milieu populaire et de l'immigration, je fais face évidemment au sexisme, au racisme, mais aussi au mépris de classe, à la violence de classe, etc. Donc c'est vraiment un outil de pensée idéologique et sociologique pour comprendre comment les discriminations s'imbriquent pour chaque individu. On est dans une société qui met trop de cases en fait. Donc on est une femme, une voilée, une noire, alors que tout ça, ça va ensemble. Et que je peux être une femme voilée, intelligente, qui a des droits, qui veut se battre pour ses droits et qui veut le faire entendre surtout. Enfin, le voile, ça devrait pas définir ce que j'ai dans la tête. Et malheureusement, je fais des études de droit qui me mettent toujours face à la dure réalité de la vie, qui est que si je porte le foulard et si je suis noire en plus de sexe, si je fais du droit, ça va être compliqué pour moi. Ok, d'accord. Et je pense qu'en toute honnêteté, que moi, en tant qu'artiste femme noire, j'ai pris pour tout le monde, si on peut dire ça comme ça. Ces dernières années, le traitement qu'ont subi les femmes dans le milieu du cinéma depuis des décennies a été rendu public entre violences sexuelles, propos dégradants, stigmatisation et sexisme ordinaire. Nous prenons peu à peu la mesure du problème. J'essaye d'alerter les gens qui sont autour de moi et je leur dis il y a Gérard qui met sa main dans mon short. Et à ça, il m'a répondu je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma. J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018. Cela fait 1 an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. C'est pas seulement lui qui est une crapule, c'est tous les autres qui le laissent l'être. Des femmes se lèvent une à une pour dénoncer la gravité des actes et appeler à un changement. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? N'accordons pas des héros révolutionnaires ou humanistes pour nous lever le matin en sachant qu'un réalisateur a abusé une jeune actrice et ne rien dire. Dans le milieu du journalisme, ce mouvement MeToo tarde à prendre de l'ampleur. Si en 2017, la journaliste Anne-Sora Dubois déposait plainte pour harcèlement sexuel et moral contre son chef Éric Monnier à France 2, et si la journaliste Astrid de Vilaine déposait plainte elle aussi peu après contre son confrère à LCP Frédéric Aziza pour agression sexuelle, les 2 plaintes n'aboutiront pas à une condamnation et ne donneront pas tout de suite lieu à une libération de la parole de grande ampleur dans le milieu médiatique. Puis, l'affaire PPDA a fini par être un séisme, mais il a fallu que des dizaines de femmes parlent pour qu'elles puissent être crues. Sans parler de l'affaire Jean-Jacques Bourdin, accusé d'agression sexuelle lui aussi, mais qui a pu reprendre son travail sur Sud Radio. En 2021, nouveau séisme. Une journaliste va donner une voix à beaucoup d'autres sur l'état du sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Elle s'appelle Marie Portolano et son film « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » va faire l'effet d'une déflagration. Plusieurs journalistes connus sont mis en cause, dont Pierre Ménès, et on réalise, preuve à l'appui, que nous avons collectivement accepté des agressions sexuelles en direct à la télévision sans que cela ne fasse scandale. Sans avoir plusieurs entrées, je l'embrasse. Irremplaçable. 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 Avec son film, c'est toute une culture sexiste qui est remise en cause et la souffrance des femmes qui est enfin documentée dans un long métrage. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, car cette parole dérange. Donc non seulement une partie du documentaire va être censurée, mais le film va carrément être retiré des plateformes juste après sa sortie. On va leur dire, mais vous voyez bien que c'est pas possible, puisque c'est un homme socialement intégré, c'est un bon père de famille, c'est un homme respectable, c'est un journaliste, c'est un présentateur de JT reconnu, c'est un réalisateur qu'on adore, comme si son statut social rendait impossible, puisqu'il du coup il fait la démonstration qu'il n'est pas un monstre anecdotique, comme si son statut social suffisait à l'exonérer de ces accusations.
Et en cela, les comportements de ces accusés ne sont pas si différents de ce que font beaucoup d'hommes qui ne se soucient absolument pas du consentement des femmes avec qui ils ont des relations sexuelles. Beaucoup d'hommes qui considèrent que puisque c'est leur femme, puisque c'est leur copine, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. De beaucoup d'hommes qui considèrent que les femmes leur doivent du sexe. Ça ne prend pas forcément la forme du crime, des crimes qui ont été commis à Mazan, ça prend d'autres formes. Et en ça, tous les hommes hétéros devraient s'interroger sur ce qui fait que ces bons gars, que ces gars sympas, qui sont entourés, qui ont des familles, des amis, etc., se sentent tellement autorisés à avoir fait ça. Et ça, c'est une question qui se pose à l'état des relations hommes-femmes dans ce pays. On doit prendre cette question-là très au sérieux. Alors, not all men, mais oui, un peu quand même. Pas tous des Dominique Pellicot, des Guy Georges ou des Marc Dutroux, certes, mais tous une menace potentielle partie d'un système qui nous permet de l'être impunément depuis bien trop longtemps. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, et je crois que ce qui est attendu de nous en ce moment, c'est clairement pas de faire mais juste de le reconnaître, de nous questionner et de nous engager à faire mieux. Vivement qu'on y parvienne. Ne pas porter de soutif ne veut pas dire que je veux baiser avec toi.